Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Autrefois, un de mes oncles de New York m'avait parlé du métro aérien. Eh bien, je ne suis pas déçue. C'est exactement comme ça que je me le représentais. Regarde, Anushka, on voit ici tout ce qui se passe chez les gens du 2e étage. Oh, je n'aimerais pas habiter là. On n'est pas chez soi. Attention, on va arriver. Oui, c'est là. Regarde, c'est écrit 14e rue. Allez, on descend. D'après le plan, l'impasse Sainte-Hildegarde, ce doit être là. Tout de suite à droite. Oh, ce bruit. Il nous casse les oreilles. Tu ne seras jamais qu'une moujik, bonne à rester dans ton isba. C'est pas vrai. Tandis que moi, je suis faite pour être grande dame dans une capitale. Tiens, tu vois, l'impasse Sainte-Hildegarde, c'est là. J'ai trouvé tout de suite. Le numéro 8, ça doit être au fond. Tu sais, moi je n'entre pas. Froussarde. Tiens, numéro 8, c'est là. Il y a une carte de visite sur la porte. Harold Link, sculpteur. Ben ma petite, moi si j'étais toi, je n'irais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Une impression comme ça. Dis donc, je sais me défendre. Les hommes, ils ne me font pas peur. Et puis, $5, ça ne pousse pas comme du chien-dent. Je sais. Alors, à ce soir. À ce soir. Et surtout, pas un mot aux parents. Si papa apprenait ça, il me battrait à coups de ceinture. Non, non, c'est juré. À la vie, à la mort. À la mort? Pourquoi dis-tu ça? Je ne sais pas. Vous désirez? Bonjour, je suis Sandra Borchewska. Je viens de la part de Monsieur Chams. Ah oui. Entrez. Oh, que c'est grand ici. Et ça résonne comme dans une église. Vous aurez assez chaud? Avec grand poil comme ça, vous pensez? Chez nous, en Russie, on a des poils. Enfin, les gens riches ont des poils 2 fois grands comme celui-là. Vous êtes russe? Oui, d'un petit village à 200 versts de Minsk. On a voyagé 3 mois pour venir jusqu'à New York. On est arrivé il y a 15 jours. Mon père est ailleurs ici. Ici, au moins, il y a beaucoup de gens habillés. Il y a aussi beaucoup de tailleurs. Vous, des natures, vous êtes pessimiste. Vous avez votre mère? Des frères, des sœurs? J'ai tout ça. On est 8. Mon dernier petit frère est né en venant sur le bateau. Moi, je suis l'aînée. Vous êtes très belle. Je sais. Les hommes vous le disent? C'est surtout les femmes qui ne me le disent pas. Quel âge avez-vous? 18 ans. Il y a longtemps que vous connaissez Monsieur James? Oh non. Il m'a dit qu'à l'arrivée du bateau d'immigrés, il m'avait remarqué. Alors je lui dis qu'il fallait qu'il me trouve du travail. Alors il m'a dit que pour poser 2 heures, vous donneriez $5. Alors me voilà. Dites donc, c'est bien vrai que vous me donnerez $5? Oui. Et puisque vous n'avez pas confiance, je vous les donne tout de suite. Tenez, les voilà. Oh, je ne disais pas ça pour ça. Merci quand même. Alors c'est vous qui faites toutes ces statues? Oui. Cela, je ne l'aime pas. Elle a l'air bête. Le modèle n'était pas intelligent. Et moi? Me donnerez-vous l'air intelligent? Sans aucun mal. Mais dites donc, Monsieur James, vous l'avez bien dit, hein? Moi, je ne pose pas toute nue. Il n'en est pas question. Le bleu de vos yeux est bouleversant. Il ne faut rien exagérer. On dirait qu'ils sont mauves. Vous ne faites pas de la sculpture en couleur? Non. Mais une statue, ça peut se peindre. Ou on peut mettre des yeux artificiels. Taisez-vous, ça me ferait peur. Enlevez votre chapeau. J'ai dit pas toute nue. Vous avez une robe, je suppose.
Oui, et solide. Alors vous ne risquez rien d'enlever votre manteau et votre chapeau. Non. Voilà. Vous avez quelque chose de bizarre, vous. Quoi donc? Quand vous parlez, on dirait que vous n'êtes pas là. Ah, Et puis vos gestes saccadés. J'aimerais pas être votre femme. je ne vous le demande pas. Pourtant, vous faites de belles statues. Tenez, asseyez-vous là. Dites donc ce qu'il est beau, votre phonographe. Vous allez me le faire marcher? Je travaille toujours en musique. Ça marche avec des rouleaux. Vous voyez, je connais le système. Je mets toujours le même morceau. Qu'est-ce que c'est? Faites voir. C'est une valse. Laissez-moi tourner la manivelle. Ça m'amuse. Mais ne cassez pas le ressort. Pourquoi fermez-vous les rideaux? Je ne travaille bien qu'à la lumière des bougies. Vous, alors, vous n'êtes pas comme tout le monde. Avec ces 4 malheureuses bougies, vous verrez assez clair. Ce que je veux faire, c'est très suffisant. Pourquoi fermez-vous la porte à clé? Je ne veux pas être dérangé pendant que je travaille. Ah non, je n'aime pas qu'on reste enfermé comme ça. Si ça ne vous plaît pas, rendez les $5 et allez-vous-en. Bon, ne vous fâchez pas. Mettez le phono en marche, Je peux? puisque je vous le demande. Hein. Est-ce que c'est beau? Ouvrez un peu votre corsage pour dégager le cou. Comme ça? Non. Un peu plus. Attendez. Non, ne m'approchez pas. Vous me faites peur. Ne me touchez pas ou j'appelle au secours. Au secours! Au secours! Vous m'étranglez! C'est Jack Carter qui vous parle. Sandra n'était pas, hélas, la première victime du jeune sculpteur Harold Link. C'est d'ailleurs pour ça qu'en cette matinée de novembre 1902, l'oncle Nick frappait à la porte de son grand ami McCluskey, chef de la police de New York. Entrez, Nick. Et asseyez-vous. Merci. Vous désiriez me voir? Oui, cigare? Ah, volontiers, oui. Nick, je suis très embêté. Ah, qu'est-ce qui se passe? Des émigrés disparaissent. Des hommes, des femmes? Des jeunes filles, surtout. Dans les semaines qui suivent leur arrivée, plongeant dans l'inconnu, introuvables, comme si elles n'avaient jamais existé. Oh, elles filent peut-être vivre leur vie ailleurs. Les États-Unis, c'est grand. Oui, admettons-le pour 2 ou 3, mais pour 15. 15? Mais oui. Tout à l'heure encore est venu un petit tailleur russe et sa fille de 18 ans n'a pas reparu depuis hier matin. C'est pourquoi je me suis décidé à vous téléphoner. Ah, vous avez bien fait. Mais jusqu'ici, vos inspecteurs n'ont trouvé aucune piste? Aucune. Traite des blanches? Probablement. Un quotidien a déjà fait un article virulent. Si nous n'arrivons pas à découvrir les coupables, nous courons un scandale. Oh, aidez-moi. Mais de tout cœur, mon vieux. Mais encore faudrait-il que j'ai des éléments pour orienter mes recherches. Et les premiers me semblent devoir être les fiches signalétiques. Ah oui, sûrement. Brown! Les fiches que je vous ai demandé de réunir, vous les avez? Oui, chef. Les voilà. Ah bon, mais merci. Merci, ça va. Bon, je ne les ai pas encore examinées. Si vous voulez bien y jeter tout de suite un coup d'œil. Oui. Et donc, je peux les étaler sur cette table, là, comme des cartes? Oui, oui, allez-y. Et je nous souhaite la réussite. Ah, voyons ça. 2 Italiennes, 2 Basques françaises, 2 Hollandaises, 1 Suissesse, 3 Grecques, 2 Tchèques, 1 Portugaise, 1 Polonaise et 1 Russe. Ah ben. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est curieux, ça. Toutes ont... Mais oui, toutes. Qu'est-ce qu'elles ont? Mon vieux Mac, il ne s'agit pas de traite des blanches. Nous sommes en présence d'un maniaque. Parce que? Regardez. Ces 15 filles ont toutes 2 caractéristiques communes. Elles sont brunes et elles ont les yeux bleus. Oui. Oui, c'est ma foi vrai. S'il s'agissait de traite des blanches, la diversité aurait été au contraire recherchée. Oui. Non, je crois donc plus volontiers à un phénomène obsessionnel, un maniaque, qui recherche systématiquement les brunes aux yeux bleus. Mais pour en faire quoi? Un harem? Un harem pleinement consentant, alors. Parce qu'aujourd'hui, séquestrer 15 femmes qui ne seraient pas d'accord,
me semble du domaine de la plus haute fantaisie. Même qu'on s'entende, je ne vois pas ça très bien. Mon cher, dans les 10 dernières années, il s'est fait aux États-Unis des fortunes si considérables et si subites que souvent leurs propriétaires se sont trouvés le cerveau complètement détraqué. Alors qu'un monsieur s'offre le luxe de 15 brunes aux yeux bleus dans un ranch isolé ne me semble pas absolument impossible. Oh, allons, c'est un sujet d'opérette. Oui, ça, je vous l'accorde. Je flaire plutôt de la tragédie autour de ces 15 pauvres filles. Oui, moi aussi. Un maniaque qui les tuerait? Oui, peut-être. Mais dans quel but? Oh, ça... Allez donc sonder l'âme d'un fou. Dis donc, on attend un nouveau bateau d'émigrés pour quand? Dans 18 jours. Oui. Il faudra être au quai ce jour-là, hein, et observer. Ceux qui arrivent. Oh, surtout ceux qui attendent. Il n'y a quand même pas une seconde à perdre. La plainte de ce matin concerne qui? Tenez, cette fiche-là. Oui, voyez. Sandra Borchevska, 10e rue, numéro 8. C'est dans le quartier de la Pègre, ça. Ces pauvres gens n'ont fait des milliers de kilomètres que pour changer de misère. Bon, je vais là-bas. À bientôt, Mac, je vous tiens au courant. Hein. Oui, merci encore, mon vieux. Je vous revaudrai ça. Oui, je sais. J'aime bien ce coin-là. On ne se sent pas seul. Moi, Patsy, c'est dans la foule que j'ai la plus grande impression d'isolement. Tiens, voilà lui. Ah. Pardon, madame. Monsieur Borchevski, s'il vous plaît. Le tailleur? Oui. C'est au 2e. Merci. Voilà. Messieurs. Bonjour, monsieur. Police. Je viens au sujet de la disparition de votre fille. Oh, vous l'avez retrouvée? Non, pas encore, mais on s'en occupe. Olga, faites taire cet enfant. On ne s'entend plus. Asseyez-vous, messieurs. Non, merci. Dites-moi en quelles circonstances cette jeune fille a disparu. Hier matin, Sandra est partie chercher du travail. On l'a attendue toute la journée. On ne s'est pas inquiété. Mais à 9h du soir, on s'est demandé où elle pouvait bien être. Toute la nuit, on l'a guettée à la fenêtre. Rien. On n'a pas osé déranger tout de suite la police, mais ce matin, à 8h, je suis allé au bureau central. Mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose. Elle est coutumière de ces disparitions? Oh, pas du tout. Je la tiens serrée, parce qu'une fille de 18 ans, belle comme elle est, si je lui laissais la bride sur le cou, Dieu sait ce qui arriverait. Et quand elle est partie, où allait-elle? Chercher du travail. Ah. Ça fait des jours et des jours qu'elle court. Moi, je croyais qu'elle aurait trouvé tout de suite. Comme domestique, elle se placerait facilement. Oh, mais c'est qu'elle ne veut pas être domestique. Et elle veut être artiste. Paraît qu'il y a un monsieur très bien, un monsieur James, qui lui a conseillé d'aller poser pour un sculpteur. Moi, je le lui ai interdit. Ah non, par exemple. $5 pour une séance de 2 heures, c'est très bien, mais quel genre de séance? Les modèles, on sait la vie que ça mène. J'aimerais mieux étrangler ma fille de mes propres mains, plutôt que de la voir finir comme ces femmes-là. Oui, je vous comprends. Et quand elle est partie hier matin, elle était seule? Non. Mon fils, Ivan, l'a vu sortir. Avec Anouchka. Anouchka Tcherdin. Son père, mon compatriote, habite sur le même palier. Si Anouchka est là, elle nous dira peut-être quelque chose d'utile. Je vais le voir. Excusez-moi une seconde, monsieur l'inspecteur. Je vous en prie. Tcherdin m'a dit que sa fille est allée laver l'église. Elle aide aussi la femme du pope. Vous savez où se trouve l'église orthodoxe? Oui, dans la 12e rue. J'y vais tout de suite. Mon Dieu, pourvu que cette petite vous donne une indication. Ah, j'en reviens aussitôt que j'ai du nouveau. Merci, monsieur l'inspecteur. La petite qui lave par terre là-bas, ça doit être elle. Oui, sûrement. Pardon, mademoiselle. Monsieur? C'est bien vous, Anouchka Tcherdin? Oui? Je voudrais vous parler.
À moi? Oui. Un petit renseignement que vous pouvez certainement me donner. Il faut que je demande la permission à ma... Agnieszka, veux-tu te ravaler au lieu de bavarder? Non, c'est moi qui me suis adressé à elle, madame. Police. Police? Oui. Voici ma plaque, ça vous suffit? Je pense bien, monsieur l'inspecteur. Puis-je vous répondre à la place de cette petite, à cet âge? C'est si bête. Alors, je voudrais l'interroger au sujet d'une de ses amies que nous recherchons. Alors, venez dans la sacristie. Alors, viens, toi aussi. On ne peut pas parler dans l'église, n'est-ce pas? Anouchka, savez-vous que votre amie Sandra Borchevska a disparu? Elle n'est pas rentrée hier soir? Non. Mon Dieu. Où était-elle? Mais je ne sais pas. Hier matin. Elle est partie chercher du travail. Vous étiez avec elle? Moi? Non. Si, on vous a vu. Ah. Alors, c'est que je me rappelle plus. Savez-vous où elle est allée? Non. Non, ça, je les On jure. ne vous a pas demandé de jurer. Écoutez-moi bien, Anouchka. Votre amie est en danger, en très grand danger. Non, nous n'avons aucun reproche à vous faire. Il faut donc avoir confiance en nous et nous aider à la retrouver si ce n'est pas déjà trop tard. Alors dites-nous ce que vous savez. Je lui ai juré de ne rien dire. Son père la battrait. Parle. Le bon Dieu te regarde. Ce que vous me direz, Anouchka, restera un secret entre nous. Alors vite, où est-elle? Je l'ai conduite hier chez un sculpteur qui lui donnait 5 $ pour poser pendant 2 heures. Et vous êtes resté avec elle? Non. Non, je suis partie. Oui, de telle sorte que vous ne savez pas ce qu'elle est devenue. Non. Comment s'appelle ce sculpteur? Attendez. Harold Link. Son adresse? Impasse Saint-Hildegarde. Je ne me rappelle plus le numéro. Ça ne fait rien, merci. Patsy, viens vite. Excusez-moi, madame. Oh, ces enfants nous feront damner. Harold Link, sculpteur. C'est ici. Cache-toi dans l'impasse et attends-moi. Entendu. Monsieur Link? Oui, vous désirez? Eh bien, je suis amateur d'art. J'achète des peintures, des sculptures. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je n'ai rien à vendre. Bon, permettez-moi quand même de jeter un coup d'œil sur vos œuvres. Je n'ai pas le temps. Juste 5 minutes. Ah, vous avez là, monsieur, des sculptures d'une facture très personnelle. Ce fauve est remarquable. Oh, quant à cette statue de jeune fille, la grâce de ce corps, la ligne de ses hanches. C'est un plâtre? Oui. Je m'en rendrais bien acquéreur. Elle est vendue comme le reste. Oh, quel dommage. Oh, à propos, j'ai fait la connaissance avant-hier d'un de vos modèles. Ah? Oui. Une ravissante russe de 18 ans, Sandra Borchevska. Je ne connais pas. Elle a dû vous parler d'un autre artiste. Ah non, 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 non. Elle m'a bien dit qu'elle allait poser chez Harold Link. Alors elle a menti. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Non, mais ça n'a d'ailleurs aucune importance. Dites-moi, pourquoi faites-vous à vos statues des creux si profonds à la place des yeux? On n'est pas obligé d'aimer ça. Oui, bien sûr. Oh, ça sent le brûlé ici. Je viens de jeter un chiffon sale dans le poêle. Oh, ça fait affreusement tousser. Raison de plus pour ne pas rester. Au revoir, monsieur. Mais... Non, laissez-moi travailler. Je vous ai dit que je n'avais pas le temps. Mais enfin, j'aurais quand même bien... Ah, ça suffit, fichez-moi le temps. Eh bien, patron, quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a longtemps que je ne m'étais fait mettre à la porte aussi brutalement. Oh, mais attendez, je vais aller lui tirer les oreilles, moi, à votre sculpteur. Non, reste ici. Ce garçon n'est pas responsable. Quoi, il est fou? Ce regard absent, ces gestes saccadés, cette force décuplée. Je soupçonne quelque chose de pas ordinaire. Quoi? Là, je te le dirai quand je serai sûr de ne pas me tromper. En attendant, cachons-nous et guettons-le. S'il sort, nous le prenons en filature. Une demi-heure plus tard, le sculpteur sortait de l'atelier et, discrètement suivi par Nick Carter et Patsy, il marcha pendant une vingtaine de minutes. Il s'arrêta enfin devant un hôtel particulier, construit avec prétention dans un style vaguement moyenâgeux. Je ne me trompe pas. Il va rendre visite à Donald Sullivan. Sullivan? Qui est-ce? Oh, un vieux célibataire un peu fou.
Il a des yeux gris assez inquiétants. Nous faisons partie du même club. Il vit dans cette grande baraque, là, avec un seul domestique à tête d'assassin. Ce monsieur Link, avec ses airs de faux témoin et des relations avec cette maison suspecte, ça ne m'étonne pas outre mesure. Allez, j'entre. Où ça? Là, chez Sullivan. Mais sous quel prétexte? Non, écoute, j'ai l'impression qu'ils vont avoir une conversation des plus intéressantes. Il faut absolument que je l'entende, derrière un meuble ou un rideau. Mais comment entrerez-vous? Oh non, non. Tu sais bien que les serrures n'ont pas de secret pour moi. Et que la fortune sourit aux audacieux. Dieu vous garde. Moi, je vous attends sur ce banc. Oui, si dans 1 heure je ne suis pas sorti de cette maison, tu t'occupes de moi. Entendu. Soyez tranquille. Au cours des 6 mois d'apprentissage qu'il avait fait autrefois chez un serrurier, Nick Carter avait inventé un petit instrument avec lequel il pouvait crocheter toutes les serrures, même les plus compliquées. Ce petit instrument, il l'avait baptisé Jericho, en souvenir des célèbres murailles. En un clin d'œil, Nick ouvrit la porte de l'hôtel Sullivan qu'il connaissait pour y avoir été invité 2 ou 3 fois. Il se trouva dans un grand hall, et il n'eut que le temps de se cacher derrière une colonne pour ne pas être vu du domestique qui redescendait et entrait dans le salon où attendait le sculpteur. Monsieur descend tout de suite. Il va vous recevoir dans son bureau. Merci. Le domestique partit, Nick Carter ouvrit doucement la porte du bureau qui donnait sur le hall, et il alla se cacher derrière un épais rideau de velours. 3 minutes plus tard, Donald Sullivan y introduisait Harold Link. Vous êtes en retard. Excusez-moi. Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé à 5 heures juste, comme je vous l'avais commandé? J'ai eu la visite d'un amateur d'art qui voulait acheter une de mes œuvres. Vous l'avez flanqué à la porte, j'espère, oui? Oui. Personne, vous m'entendez? Personne ne doit entrer dans votre atelier. Personne? Oui, personne. Sauf Schultz et son fils, quand ils viennent prendre livraison d'une statue. Sauf Schultz et son fils. C'est moi qui commande. Entre mes mains, Harold, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. Vous êtes au monde uniquement pour m'obéir. Pour vous obéir. Maintenant, répondez. Sandra. C'est fait. Elle a crié. Quelques secondes seulement. Elle a souffert. J'ai des pouces de sculpteur. Mes visiteuses ne souffrent jamais bien longtemps. Celle-ci était très belle, n'est-ce pas? Merveilleuse. Il faudra verser les $5 à une œuvre d'émigré. Dont anonyme, comme d'habitude. Après la piqûre, le corps a été rigide au bout de combien de temps? 9 heures. Le plâtre a séché vite? Très vite. Elle a le visage et les bras levés comme je vous l'ai ordonné. Oui. On dirait qu'elle marche. Heureuse. Vers le soleil. Très bien. Schultz va pouvoir apprendre tout à l'heure et me l'amener ici. Oui. Je lui ai donné la clé de l'atelier, il me la rendra après, comme chaque fois. Maintenant, Harold Link, réveillez-vous. Allons, allons, Link, réveillez-vous. Je le veux, Link. Réveillez-vous. Allons. Oui. Oui, là. Oui. Là. Là. Oh. Oh, j'ai mal à la tête. Ce ne sera rien. Regagnez maintenant la rue des Prés et couchez-vous. Demain, vous pourrez descendre à votre atelier et y travailler paisiblement. Bien. J'aime beaucoup votre masque d'Édipe. Il est fini? Une œuvre d'art n'est jamais finie, monsieur Sullivan. Allez, allez vous reposer et attendez mon coup de téléphone. Hein? Bien. Au revoir, monsieur Sullivan. Au revoir, Harold. Harold Link partit et Sullivan remonté au premier étage, Nick Carter sortit de la maison sans avoir été vu de qui que ce fût. Alors, patron? Ce que j'ai entendu est effroyable. Cocher, mettez-nous à l'entrée de l'impasse Saint-Hildegarde. Dix minutes plus tard, Nick et Patsy pénétraient sans difficulté dans l'atelier du sculpteur. Enfin, patron, allez-vous me dire? Non, accorde-moi encore 2 minutes, tu veux? Ce que je pressens est le comble de l'horaire. Ah, je voudrais bien me tromper, tiens. Regarde cette statue. Oui. Les bras sont levés. Cette jeune fille ne semble-t-elle pas, en effet, marcher heureuse vers le soleil? Oui. Pourquoi ouvrez-vous ce couteau? Pour faire sauter un peu de ce plâtre qui recouvre le dos de la statue. Vous pensez découvrir quelque chose en dessous? Ouais. Quoi donc?
Un cadavre. Qu'est-ce que vous dites? Tiens, j'en étais sûr, regarde. Mais c'est de la peau humaine. Ouais. C'est cela que vous pressentiez? Oui. Il est facile maintenant de reconstituer les faits. Le sculpteur a tué Sandra Borchewska, puis il a fait au cadavre une piqûre. Non, j'ignore la formule, bien sûr. Mais pour éviter la décomposition. Alors, peu à peu, le corps est devenu rigide. L'artiste lui a donné la pose que nous lui voyons maintenant. Et après ça, il a recouvert le tout d'une couche de plâtre qui lui donne l'apparence d'une statue. C'est insensé. Ah, ça, nous nous trouvons en effet devant l'œuvre d'un fou. D'un fou assassin, il faut l'enfermer. Non, l'assassin, c'est pas lui. Lui n'est que l'instrument. Enfin, l'instrument de qui? Monsieur James, de Donald Sullivan, qui lui commande ses gestes meurtriers. Mais ces gestes, il les fait, donc il les accepte. Non, il n'a pas à les accepter ou à les refuser, il les ignore. Comment ça? Eh bien, Harold Link est un assassin sans le savoir. Il accomplit son œuvre monstrueuse comme un automate sans âme. Il n'a aucune conscience de ses actions. Il ne fait qu'obéir à Sullivan, qui l'a hypnotisé. Alors quand il tue, il est endormi. Ouais. Dès lors, toutes ses pensées, toute son intelligence, tous ses gestes n'auront qu'un seul but. Obéir aux ordres reçus. C'est-à-dire, en l'occurrence, à tuer la jeune fille qui lui a rabattu son maître. Et s'il survenait des difficultés, Harold irait jusqu'à risquer sa propre vie pour les surmonter. Car il est capable de la plus grande volonté, de la plus fine astuce. Voire même d'une force musculaire décuplée. C'est une chose qu'on a maintes fois observée chez les sujets en état d'hypnose. Mais quand il se réveille? Oh, il ne se souvient de rien. Non, il se retrouve devant Sullivan comme devant un ami avec lequel il était en conversation. Comment ne soupçonne-t-il pas la nature des liens qui l'unissent à ce monstre? Oh, d'abord, sans nul doute, ce pauvre garçon est un faible d'esprit. Ben allons donc, mais enfin, regardez ses œuvres. Oh, mais tu sais très bien que l'instinct créateur et l'art n'ont rien à voir avec l'intelligence. Non, c'est, je le répète, et la suite de l'enquête le confirmera, un faible d'esprit, privé de la moindre volonté. Ses états physiques et psychiques le prédisposent certainement à l'esclavage. Esclavage auquel il est soumis, d'ailleurs. Enfin, il a dû découvrir après coup des traces de ses meurtres. Oui, ça évidemment, ne serait-ce que dans les cendres des vêtements de ses victimes brûlés par lui quand il était en état d'hypnose. Tiens, regarde, le poêle en est plein. Alors? Eh bien, dis-toi que Sullivan maintient le contact avec lui tous les jours que Dieu fait. Le sujet se trouve ainsi en perpétuel engourdissement psychique, qui lui interdit de chercher la vraie réponse à des questions qu'il ne doit se poser que très superficiellement. Et enfin, pris en charge par Sullivan, qui est très riche. Il repousse d'instinct tout ce qui pourrait le sortir de cette espèce de nirvana où il somnole. Mais quand il est en état d'hypnose, ses victimes doivent s'en apercevoir. Oui, peut-être son regard absent, à la rigidité de ses gestes, à une transpiration anormale, mais tu sais, à ce moment-là, sans doute est-il déjà trop tard. Une fois entrées dans l'atelier, elles sont perdues. On a du mal à croire possible un assassinat dans des conditions aussi fantastiques. Évidemment, mais c'est pas nouveau, tu sais. Tiens, il y a 4 ans, en 1898, on l'a arrêté à Düsseldorf, en Allemagne, un certain Wittenberg, qui avait soumis à ses projets criminels un orphelin, faible d'esprit. Il s'appelait, si je m'en souviens bien, Hans Cullen. Et soumis par l'hypnose, Hans avait attaqué le caissier de la banque Opnel. Il l'avait tué, puis égorgé le directeur. Quand on l'a arrêté, on a été frappé par son comportement anormal. À toutes les questions qu'on lui posait, il répétait « Mon maître m'a dit de tout oublier, ma tête est vide ». Wittenberg, qui se faisait passer pour son oncle, venait le voir en prison. Et quand il parlait au jeune homme, il le regardait fixement, en disposant ses doigts en forme de croix de Saint-André. On remarqua aussi que Hans lui écrivait des lettres marquées d'un X, c'est le qui grec, signe des ésotéristes et des premiers chrétiens. Et puis, peu à peu, soigné par des psychiatres, le prisonnier a retrouvé son libre arbitre. Et il a dévoilé les étranges pratiques de celui qui lui ordonnait de commettre des vols et, au besoin, des crimes. Mais dans l'assassinat de Sandra Borchewska, quel a été le mobile? Si, comme je le crois, les 15 émigrés ont été les victimes de Sullivan, c'est peut-être parce qu'autrefois, ce fou a aimé une brune aux yeux bleus, qui s'est refusée ou qui a disparu. Qu'il ait désespérément poursuivi ce qui lui a échappé, fût-ce à travers le crime et la mort, peut être facilement expliqué par un psychiatre. Vous croyez que toutes ont subi le sort de Sandra? Oui, c'est vraisemblable. Mais nous n'en savons encore rien. Écoutez, patron, qu'est-ce que c'est?
Ça doit être le camionneur Schultz, avec son fils. Cachons-nous. Non, inutile. Tiens, c'était pas fermé à clé. Police. Hein, quoi? Vous venez chercher cette statue? Oui. Pour l'emmener chez M. Sullivan? Oui. C'est pas la première que vous transportez ainsi. Bah... Répondez où je vous embarque. Bah, c'est-à-dire... M. Sullivan vous a demandé le secret? Oui. Bah alors, raison de plus pour tout me dire. C'est ça ou la prison? Oh, puis après tout, moi je suis un honnête camionneur. Monsieur Sullivan se débrouillera avec vous. Vous êtes déjà venu ici prendre des statues? Oui. Combien? Bah, je sais pas, peut-être une dizaine, peut-être plus. Et où Sullivan les place-t-il? Dans une grande salle au sous-sol. Il y a une porte truquée. Il n'y a que lui et son domestique qui y pénètrent. Bon. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez faire exactement... D'accord avec Schultz, qui ne pouvait qu'obéir, Nick Carter se plaça sous une bâche du camion et il entra avec la statue dans la cour de l'hôtel Sullivan. Patsy avait ordre de venir à son secours si 2 heures plus tard, il n'était pas ressorti de la maison. À la faveur de la nuit, Nick réussit à se glisser dans l'escalier qui descendait au sous-sol. La porte secrète était ouverte. Nick recula de saisissement. Dans une salle voûtée comme une cave et aménagée comme un musée, il y avait grandeur nature 14 statues de plâtre blanc. Et elles avaient toutes des yeux de verre, bleu ciel. Un socle vide attendait. Dans l'ombre, Nick assista à l'installation de la 15e, puis les transporteurs s'en allèrent. David. Monsieur? Où sont les yeux de verre? Dans l'écran, monsieur. Prenez-en 2 et enfoncez-les dans les orbites de cette statue. Comme ceci, monsieur? Oui, très bien. Quelle beauté. Maintenant, David, laissez-moi. J'ai hâte de me retrouver seul, en tête-à-tête avec cette merveille. Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur Sullivan. Qui est là? Nick Carter. Ne bougez pas ou je vous abats comme une bête malfaisante. Mais que faites-vous dans mon musée? Ce n'est pas un musée, monsieur Sullivan. C'est une nécropole. Il y a ici 15 cadavres. Ceux des 15 émigrés que vous avez fait assassiner par Harold Link. Et qui vous a dit? Harold Link! Vous avez fait par hypnotisme votre esclave. Ah, mais je ne... Vous êtes fou, Sullivan. Puissiez-vous échapper à la chaise électrique pour finir vos jours dans un asile. Mais Allez, marchez devant. Excusez-moi, monsieur Carter, je ne me sens pas bien. Permettez-moi de m'appuyer un peu contre ce mur, là. Soit. En s'appuyant contre le mur, Sullivan avait déclenché un dispositif de sécurité et le sol s'était dérobé sous les pieds de Nick Carter, qui fut précipité au fond d'une cellule dont le plafond se referma. 1 heure plus tard, Patsy, inquiet de ne pas voir reparaître l'oncle Nick, n'hésita pas. Grâce à son géricault personnel, il entra aisément dans l'hôtel Sullivan. Et bien décidé à explorer les lieux, il traversa le hall plongé dans l'obscurité. Soudain, il reçut un coup de matraque sur la nuque. 30 secondes après, il était jeté dans la cellule voisine de celle de Nick. Le lendemain, vers midi, M. Donald Sullivan se rendit au New York Herald et il fut aussitôt reçu par Ida Johnson, la belle amie de Nick Carter. Cher Monsieur Sullivan, que puis-je faire pour vous? Ma chère Ida, je serai bref. Voici, je m'intéresse à un jeune sculpteur de grand avenir, Harold Link. Je sais que les reportages que vous faites actuellement chez les artistes new-yorkais sont très suivis par vos lecteurs. Et je voudrais vous emmener chez Link. Ah, vous serez séduite par le talent de ce jeune garçon et je suis sûr qu'un article de vous lui ferait le plus grand bien. Oh, mais j'irai avec plaisir. Et je vous remercie même de me l'avoir signalé. Voyons, seriez-vous libre ce soir à 5 heures? À 5 heures? Oui. Eh bien, je viendrai vous chercher avec mon coupé et nous irions ensemble voir les œuvres de mon protégé. Eh bien, d'accord. Je vous attends à 5 heures précises. Parfait, alors à 5 heures donc. Entendu. Et à 5h30, Donald Sullivan présentait Harold Link à Ida Johnson, qui admira les œuvres du jeune sculpteur. Visiblement séduit par les cheveux noirs et les yeux pervenches de la belle journaliste, Harold proposa à Ida de lui faire son buste. Amusée et tentée, elle accepta et la première séance commença tout de suite. Sullivan prit congé et rentra chez lui. Accompagné de son domestique, David,
Il descendit au 2e sous-sol et ouvrit la cellule de Nick Carter. Bonsoir. Que me voulez-vous? Hier soir, Monsieur Carter, j'ai eu envie de vous tuer purement et simplement. Et puis j'ai réfléchi. Mais vous supprimez, vous et votre cher collaborateur Patsy, qui est enfermé dans la cellule voisine. Ça faisait encore 2 cadavres. Et puis vous, personnellement, vous avez un tel nom que je n'ai pas d'illusion. Tôt ou tard, à force de chercher, on finirait par découvrir ce qui vous est arrivé. Alors voilà, j'ai une proposition à vous faire, Carter. Allez-y. Je vous rends votre liberté, et vous, de votre côté, vous me donnez votre parole d'honneur que vous ne direz jamais à qui que ce soit ce que vous avez vu dans cette maison. Oui, ces femmes sont mortes, vous ne leur rendrez pas la vie. Vous sauvez la vôtre, et moi, vous me laissez partir m'installer en Amérique du Sud, d'accord? Non. Je n'ai jamais accepté de compromission. Monsieur Carter... Ce que vous me proposez est inacceptable. Mais vous l'accepterez quand même. Non. Mais si, quand vous saurez tout. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui vous apprendrai que votre chère Ida est une ravissante brune aux yeux bleus. Qu'est-ce qu'il a à bien faire là-dedans? J'y arrive. Elle a tout ce qu'il faut pour faire la plus belle des statues et devenir la perle de ma collection. Non mais vous divaguez, non? Et vous allez voir que non. Tout à l'heure, je l'ai emmené admirer les œuvres de Harold Link. Dans son atelier? Oui. Actuellement, il fait l'ébauche de son buste. J'ai hypnotisé Harold et quand 7 heures sonneront, si je ne suis pas venu moi-même délivrer Ida, il l'étranglera comme les autres, pour faire d'elle une 16e statue aux yeux bleus. Assassin. Réfléchissez. Ou vous ignorez ce que vous avez vu ici et vous sauvez votre vie, celle d'Ida et celle de Patsy, ou c'est la mort pour vous 3. Ida. Patsy. Avez-vous le droit de les sacrifier? Non, n'est-ce pas? Acceptez donc le silence, c'est tellement simple. Mais si après avoir accepté, je ne tiens pas ma parole. Oh, je vous estime plus que vous ne le faites vous-même, Monsieur Carter. Je sais, moi, que vous êtes un gentleman et que si vous me donnez votre parole, je peux compter sur vous. Moi aussi, je ne vous la donnerai pas. Oh, les mains! Il a gardé son revolver, David! Je tire plus vite que lui. Oh, les mains, Sullivan! Non! Allez, les clés, vite. Patron, je suis là! Ah, merci, patron. Quelle heure est-il, Patsy? 7h moins 20. Il faut arriver avant 7 heures, sinon Ida mourra étranglée. Allez, à l'atelier du sculpteur, vite! Nick Carter et Patsy sautèrent dans un cab. 5 minutes plus tard, ils étaient à l'atelier. Dans l'atelier, nuit noire. Personne. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Sullivan a menti. Il s'est payé notre tête. Non, il a dit la vérité. Son chantage était trop efficace pour qu'il ne soit pas vrai. Pensons, il ne nous reste qu'un quart d'heure. Un assassin et sa victime sont cachés dans cette ville immense et nous avons un quart d'heure pour les découvrir. Quelle dérision. Patron, je sais, moi, que vous les trouverez. Mais j'y pense. Hier, Sullivan a renvoyé Link chez lui et il a dit rue des Prés. Et non impasse Saint-Hildegarde. Mais parbleu, Link habite rue des Prés et là-bas aussi, il a un atelier. Allez, viens vite. Cocher! Rue des Prés à toute vitesse! Nick ne cessait d'exciter le cheval et le cocher. Les aiguilles de sa montre tournaient. Chaque minute le rapprochait de la seconde où il allait pouvoir, où il fallait qu'il puisse sauver Ida. Plus vite! Plus vite! Mais vous allez nous faire avoir un accident! Attention à la voiture! Patron, vous êtes blessé? Oui. Ida, c'est fini. Oh, vous êtes décidément un curieux personnage, monsieur Link. Mais vous savez que c'est fatigant de garder la pause. Bientôt, vous aurez droit au repos. À un très long repos. Quelle heure est-il? 7h moins 3. Vous allez me jouer du phonographe? Oui. Mais pourquoi fermez-vous cette porte à clé? Mais je ne veux pas! Monsieur Link, je veux m'en aller. Oh, n'approchez pas! Vous me faites peur. N'approchez pas! Laissez-moi.
Au secours! Au secours! Nick! Oh, Nick! Oh, mon Nick! J'aurais jamais cru pouvoir arriver jusqu'ici. Mais tu es blessé? Non, ça fait rien. Puisque tu es là, bien vivante. Ida, je sais maintenant ce que c'est. Quoi donc, mon chéri? Le bonheur.